Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans Sagesse bouddhiste pour la suite de nos deux émissions consacrées à Upasikaki Nanayon, cette enseignante du Dharma devenue au fil du XXe siècle l'un des plus grands maîtres de méditation de Thaïlande. Nous avons pu voir la semaine dernière le parcours de cette personnalité étonnante. Je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sur son enseignement. Sur quel sujet porte-t-il spécifiquement? Quel entraînement du corps mais aussi de l'esprit nous propose Upasikaki? De quelle manière le mettre en pratique et dépasser les obstacles? Nous retrouvons tout de suite pour en parler notre invitée, Jeanne Chut. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous pratiquiez dans la tradition des moines de la forêt depuis une trentaine d'années, que vous travaillez également depuis 15 ans sur les textes des maîtres de cette même tradition, et que vous venez de traduire pur et simple les enseignements d'Upasikaki aux éditions Sully. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler tout d'abord qui était ce grand maître de méditation, qui était donc aussi une femme? Voilà, donc ce qui était important, c'est que c'était une femme, qu'elle était laïque et qu'elle n'a jamais, même après son éveil, elle n'a jamais devenu mechi, c'est-à-dire une de ces nonnes en blanc que l'on trouve souvent dans les monastères en Thaïlande. Elle a gardé ce choix de rester indépendante du système monastique et elle a pourtant été reconnue par les plus grands moines du siècle. Donc, et puis elle a surtout légué un enseignement qui se poursuit aujourd'hui grâce au centre qui a été créé autour d'elle. Très bien, alors justement, sur quel sujet porte son enseignement? Principalement, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui, en fait, essentiellement, elle parle de la souffrance. On la retrouve vraiment sur les 4 nobles vérités du Bouddha. Elle va dire, voyez que la vie est souffrance. Voyez aussi qu'il est possible que s'il y a souffrance, il y a une cause. Et que s'il est possible de la dépasser si on éradique cette cause. C'était vraiment l'enseignement du Bouddha. Le plus, disons, qu'elle a, c'est que quand elle enseigne, elle arrive à stimuler les gens, à les encourager par son propre exemple et sa propre expérience. Mais alors justement, quel regard porte-t-elle sur le sens de la vie? Alors elle nous dit, ne croyez pas que la vie est là pour vous faire plaisir. Ne croyez pas, contrairement à ce qu'on peut penser, notamment dans notre société moderne, que le bonheur est là, nous attend à notre portée, et c'est ce que nous sommes là pour le réaliser. En réalité, ce bonheur-là est éphémère. Elle nous rappelle que tout ce qui apparaît disparaît, et que même si nous sommes heureux un jour, nous serons malheureux inévitablement, puisque cette chose qui nous a rendus heureux va disparaître. Donc ne vous attachez pas à ça, c'est vivre dans le rêve, c'est vivre dans l'illusion. Ouvrez les yeux et voyez que la réalité des choses est souffrance si on ne suit pas ce chemin qui nous permet d'aller au-delà de la souffrance. C'est donc une réflexion sur l'impermanence en fait. Sur l'impermanence, bien sûr, qui est une des caractéristiques de l'existence que le Bouddha nous a révélée de façon à nous aider à dépasser le problème de la souffrance. Et donc par conséquent, quelle attitude doit-on adopter dans ce cadre-là, Jeanne Chut? Alors la question est justement d'avoir un regard juste sur les choses et donc développer ce que le Bouddha appelait la vision juste, la compréhension juste des choses. Et pour cela, développer donc l'attention. C'est l'attention qui va être notre outil principal. Et dans l'attention, elle développe en particulier l'attention qu'elle appelle lire son esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est une expression qui revient très souvent dans le livre. Et quand j'étais en Thaïlande, les nonnes là-bas me disaient toujours « N'oublie pas de lire ton esprit ». C'est donc vraiment la marque de fabrique, disons, d'Upasikaki. Et lire son esprit, ça veut dire être toujours attentif à ce que l'on ressent au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que s'il y a une certaine stabilité et que un contact sensoriel, par exemple un objet que je vais voir va me plaire et je vais me tourner vers lui, je vais m'ouvrir, je vais m'épanouir, je vais être contente, va apparaître par rapport à un état de normalité, va apparaître quelque chose de positif. Si j'y suis attentive, je vais l'observer et voir qu'une autre stimulation sensorielle va m'appeler ailleurs, qu'elle va passer. Et je ne vais pas m'identifier à ce que je ressens. Voilà. Alors c'est valable pour ce qui est agréable, mais aussi ce qui est désagréable. Et ce qui est désagréable, de la même manière. Alors, donc concrètement, elle nous propose un entraînement justement pour travailler sur cela, à la fois en ce qui concerne le corps et l'esprit, parce que pour elle, les deux sont intimement liés. Oui, en cela, elle suit bien les enseignements du Bouddha qui donnent les fondements de l'attention sur 4 étapes, le corps, les ressentis, les objets mentaux et puis les réflexions sur le Dharma. Donc sur le corps, il y a beaucoup de façons de travailler sur le corps et elle les propose toutes, mais je vais prendre un exemple qui est celui des 4 éléments. Observer en pratique de la méditation, observez que nous sommes faits des mêmes 4 éléments qui nous entourent dans ce monde. Par exemple, nos os sont la matière dure qui correspond à la dureté de la terre. Le sang qui coule dans nos veines correspond à l'élément eau.
La chaleur qui anime notre corps, c'est l'élément feu. Et puis l'air que nous entrons et sortons, c'est l'élément air. Donc nous sommes faits exactement des mêmes 4 éléments que tous les êtres qui nous entourent dans ce monde. Et la nature elle-même. Voir cela nous fait comprendre qu'en réalité nous sommes qu'un objet de la nature. Il va falloir petit à petit, à force de le voir de plus en plus profondément, se détacher de ce corps et voir que c'est un élément de la nature. Il fonctionne en fonction des lois de la nature. C'est pour ça qu'il dépérit, c'est pour ça que la peau se fane, que les cheveux deviennent gris, que les dents tombent. Et ça, on a beau résister à ce qui est, on n'y arrivera pas. Il faut reconnaître que notre corps est un élément de la nature. Et que nous dit-elle sur l'entraînement de l'esprit ? Alors l'esprit, de la même manière, il y a beaucoup de façons de l'observer, mais la façon la plus classique, c'est de voir que tout apparaît, tout disparaît. Une impression sensorielle agréable ou désagréable va apparaître, va disparaître, va être remplacée par une autre. L'idée, c'est de voir qu'en fait, même à l'intérieur d'un seul contact sensoriel, disons que j'entends un son et que je vais le trouver désagréable, pour changer un peu. Disons un chien aboie au moment où je médite. Donc je vais être... D'abord, il va y avoir le contact entre mon oreille et ce son, et puis il va y avoir des choses qui vont se produire, c'est-à-dire que ma mémoire va intervenir. Ce sont les éléments qui composent notre esprit. La mémoire intervient pour dire c'est un chien. Et puis le ressenti intervient pour dire je n'ai pas envie que ce chien aboie au moment où je médite. Et tout là, je vois que ce sont des enchaînements complètement mécaniques de mon cerveau. Ce n'est pas moi qui aime les chiens, qui n'aime pas. Je suis conditionnée pour penser que si un chien aboie pendant que je médite, c'est désagréable. Peut-être que ce chien aboie et fait plaisir à quelqu'un, joue avec un enfant à côté, qui aura une expérience complètement différente. En fait, je suis conditionnée pour réagir comme ça. En voyant petit à petit comment tous ces éléments de l'esprit fonctionnent, s'imbriquent de manière conditionnée, et non pas personnel, je vais petit à petit aussi, comme avec le corps, me désidentifier de cet esprit et donc arriver à ce qu'on appelle le non-soi. Alors on imagine que dans ce cadre, la méditation joue un rôle essentiel. De quelle manière nous conseille-t-elle de la pratiquer ? Alors, Upasika Akhi nous parle de la méditation de manière classique, c'est-à-dire la posture. Déjà, elle nous parle beaucoup de la posture dans le sens de prenez une posture qui soit confortable au début, parce qu'il ne s'agit pas de s'affaisser et de se redresser tout le temps. Parce que pour avoir une stabilité de l'esprit, il faut une stabilité du corps. Donc, on ne bouge plus une fois qu'on est installé. Deuxième chose, on s'ancre dans la respiration. C'est assez classique et ça permet de développer l'attention à la respiration, qui permet d'avoir une certaine stabilité. Mais ce qu'elle apporte de nouveau, c'est dire, à partir de là, essayez de libérer votre esprit de toute préoccupation que vous pouvez avoir actuellement, et vous allez voir que vous arrivez à développer ce qu'on appelle la normalité de l'esprit ou la neutralité de l'esprit. Et elle dit ça, c'est un état que vous allez en prendre comme une photographie mentale. Vous allez savoir ce qu'est pour vous la neutralité de l'esprit. À partir de là, vous allez pouvoir, grâce à l'attention, observer si vous vacillez à cause d'un contact sensoriel, si vous êtes un peu surexcité par quelque chose qui vous fait plaisir, ou si au contraire vous pouvez être déprimé par une situation difficile. Et vous allez pouvoir toujours ramener votre esprit à ce niveau-là. Et ça s'appelle prendre position, savoir où est l'état de neutralité. C'est tout à fait unique dans cet enseignement et c'est d'une aide immense dans la pratique. Mais alors justement, comment est-ce qu'on peut savoir où est cette neutralité de l'esprit, dans quel état il se situe? Qu'est-ce qu'elle nous dit à ce sujet? Elle nous dit qu'en fait, quand on commence plein de bonne volonté, on s'assoit, on libère un peu l'esprit des préoccupations, on a la bonne posture, on n'est pas encore fatigué ni rien, on va se trouver spontanément dans un état de neutralité. Et là, comme je disais, on en prend une photographie mentale. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir savoir où on se situe. Et alors on imagine qu'il y a quand même pas mal d'obstacles qui se présentent. Lesquels plus précisément, Jeanne Schut? Alors on a des obstacles de type physique. Par exemple, il va y avoir des douleurs quand on ne bouge pas pendant longtemps. Les méditations peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc si on ne bouge pas pendant si longtemps, on va avoir des douleurs. Et l'obstacle psychologique ou mental va être de résister à la douleur, qui est en fait l'attitude que nous avons dans la vie. À chaque fois que quelque chose de désagréable se présente, nous allons résister à ce qui est. Ça, c'est inévitablement une source de souffrance. Donc elle nous dit, apprenez à travailler sur la douleur.
Parce que quand vous pourrez résister, pas résister, mais l'observer, l'avoir passé, puisque tous les phénomènes physiques ne font qu'arriver et disparaître. Donc dans une même douleur, soi-disant, en réalité, il se produit des phénomènes à toute vitesse, de multiples phénomènes. Donc restez, observez, intéressez-vous, voyez combien ça peut être passionnant et laissez-la passer. Et vous serez plus tard capable de faire face à toutes sortes de situations. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'elle nous encourage donc à stabiliser notre esprit, ou est-ce que c'est un aspect différent encore? Non, stabiliser l'esprit, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de neutralité de l'esprit, de lire l'esprit. Oui. Et puis, alors elle parle de deux choses. Elle dit avoir une ancre, un ancrage. On dit souvent dans la méditation, la respiration, l'attention, la respiration est un ancrage. J'aime bien cette image d'un bateau qu'on va ancrer. Donc, ce qu'elle propose, elle, c'est d'abord de commencer par des circonstances qui soient favorables. Donc, on va dire que ce bateau va se mettre dans une petite baie à l'abri des tempêtes. Et ça veut dire, ça correspond à aller dans un centre de méditation et chercher des circonstances paisibles. Ensuite, prendre le premier ancrage, celui de la respiration, de l'attention. Et puis le second ancrage qui sera la normalité de l'esprit. Et à partir de là, observer et voir tout ce qui peut apparaître et disparaître au niveau des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Mais après, elle dit qu'on arrive à se détacher peu à peu de ce corps, de cet esprit, et qu'on arrive dans un espace où il n'y a plus le corps, il n'y a plus l'identification au corps et à l'esprit. C'est-à-dire qu'on est au-delà du conditionné. Et à ce moment-là, le fait que les choses apparaissent et disparaissent, disparaît également. On est dans un état au-delà du conditionné. Et là, ça correspond à ce bateau qui tout d'un coup n'a plus besoin d'être dans cette petite crique abritée. Il peut se lancer sur l'océan et là, que le temps soit beau ou qu'il soit mauvais, le bateau va rester sur cet océan qui sera un océan de sagesse. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire, vous en tant que maître, pourquoi Upasika Khi vous touche en tant que maître de méditation? Quel est son enseignement? Pourquoi son enseignement est si fort, selon vous? Je pense que c'est la façon dont elle l'expose. Parce qu'en fait, elle ne dit rien, ou très peu, qui soit très différent de ce que disent les autres maîtres. Mais le fait que ce soit une femme, déjà, elle a une autre tournure d'esprit et elle exprime les choses d'une manière plus directe, peut-être. Aussi, c'était lié à son tempérament. C'est une femme forte. Mais elle a vraiment la capacité à encourager les gens. On a envie de pratiquer ce qu'elle propose. Et surtout, elle est un modèle, elle est un exemple. On se dit, après tout, cette femme était simple. Elle a pratiqué, mais elle a pratiqué avec une force, une détermination extraordinaire. Mais elle a passé toutes les étapes tellement difficiles. Alors elle nous dit, ce n'est pas facile de passer au-delà de la douleur. De quoi on a envie quand on souffre? On a envie le désir de lâcher ce qui nous cause la douleur. Ne pas céder à tout ça. Et cette détermination, cette force. Je pense que ça, elle arrive à le transmettre à travers ses enseignements, dans ses livres, dans ses paroles. Nous n'avons que des livres aujourd'hui. Il y a des cassettes aussi. Malheureusement, elles sont en taille, donc pour moi, ça n'a pas été très utile. C'était beau d'entendre sa voix, une voix forte et ferme. Mais voilà, il ne reste que des mots sur des pages. Et pourtant, on a cette énergie, on la ressent et on la vit. Bien, écoutez, merci beaucoup, Jeanne Chute. En tout cas, nous avoir fait faire connaissance justement avec Upasika Khi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage d'Upasika Khi, justement, traduit par notre invité, sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Pur et simple, les enseignements extraordinaires de Khi, humble pratiquante bouddhiste, aux éditions Sully. Toujours aux éditions Sully, les plus belles paroles du Bouddha, les versets du Dhammapada, l'un des plus anciens recueils des enseignements du Bouddha, également traduit et présenté par notre invité Jeanne Chute et illustré par Georges Créchy. Birmanie, rêve éveillé d'Olivier Folmy aux éditions Olisane. Le photographe réunit dans ce très bel ouvrage 20 ans de travail qui exprime sa fascination pour le pays aux 1000 pagodes. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée et une très très belle semaine.